merci beaucoup à eux de participer à l'organisation de cet événement, de rendre cela possible. N'oubliez pas le forum des partenaires, ils sont là cet après-midi, allez les voir. Alors, on peut aussi remercier ces personnes-là, parce que si ils n'avaient pas contribué en 2001 à écrire le manifeste agile, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui à parler d'agilité, de lean, de management humain, de flow, comme on a pu le voir à la keynote. Donc merci beaucoup à eux, mais ils n'ont pas tous fait tout le temps d'excellentes choses. Notamment Ron Jeffries, créateur d'XP en 1996, c'est aussi lui qui a inventé cette notion de story points, ou point d'effort, je ne sais pas comment vous les appelez dans votre contexte. En tout cas, à l'époque, voilà, il a appelé ça le story points. Alors, un peu de genèse à tout ça, l'origine de tout ça, ça vient d'un travail souhaité en équipe pour partager des choses. Et donc, eux, ils appelaient ça à la base un jour idéal. Ils estimaient un jour idéal. Qu'est-ce que c'était un jour idéal pour eux? C'était simplement 2 devs qui allaient bosser ensemble pour réaliser quelque chose qui avait de la valeur. Et un jour idéal, c'était un jour où on leur fichait la paix. Ce qui n'arrive jamais. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on va être interrompu tout le temps. Donc, pour eux, un jour idéal, finalement, ça équivalait à 3 jours en temps réel. Et là, déjà, Ron Jeffries, il a oublié un petit quelque chose dans le manifeste agile, c'est l'art de l'insimplicité. Parce que dans la tête des parties prenantes, il demande aux parties prenantes de faire une conversion. 1 égale 3. Donc, plus personne n'y comprend rien. Les parties prenantes ne comprennent pas pourquoi quelque chose estimé à 3 jours idéaux, finalement, la chose ne sort qu'en 9 jours. Et donc, ils se disent, OK, plus personne n'y comprend rien, on va changer le terme, on ne va pas appeler ça un jour idéal, on va appeler ça des story points. Mais la conversion restait toujours présente. Puis, un peu plus tard, Mike Cohn a popularisé le planning poker. Donc ça, c'était cool, parce que outil de communication, outil de partage en équipe, pour savoir si on a tous compris la même chose, si on n'a pas quelqu'un qui a une meilleure idée, une solution plus simple à mettre en œuvre. Donc ça, c'était cool, mais le problème, c'est que assez rapidement, eh bien, les story points ont été utilisés pour d'autres choses, et notamment pour comparer des équipes. Alors, tout le monde veut bien faire, notamment les managers, et donc les managers incitaient leurs équipes à un peu gonfler pour, dans le cadre d'une comparaison, se dire « bah non, vous êtes les meilleurs, vous faites 63 points d'effort, story point, par sprint ». Alors que l'équipe d'à côté en fait que 45. C'est des comportements que vous avez peut-être déjà vus où on influence à gonfler le chiffre parce qu'on commence à rentrer dans des histoires de comparaison. Et puis, autre chose qui s'est passé aussi, c'est qu'on a commencé à utiliser cette métrique-là pour comparer ce que les équipes disaient qu'elles allaient faire par rapport à ce qui était réellement fait. Ça, on va y passer quelques slides pour voir pourquoi les métriques dire-faire sont un vrai problème. D'une part, parce que ça renforce le focus sur le livrable. On a estimé en point d'effort, en story point, quelque chose à faire, on est sur un livrable, et finalement, on oublie un peu le bénéfice et l'impact que ça devrait avoir pour nos clients, nos parties prenantes. Autre chose assez négative, ça amène le risque de jouer avec le système, de le manipuler, de le gamifier. J'ai, par exemple, quelque chose qui est arrivé dans mon contexte. L'entreprise a voulu mettre un KPI sur la performance des équipes et elle a demandé à certaines équipes, bah vous, les parties prenantes ne sont pas très contentes, vous devez produire plus, donc il faut absolument que dans les X mois, vous fassiez plus 10%, plus 15% en termes de vélocité. Eh ben, qu'est-ce qu'a fait l'équipe? Tout simplement, elle s'est dit, bah, avant, on estimait dans le planning poker à 5, eh ben, maintenant, tout ce qu'on estimait à 5, on va le passer à 8, puis tout ce qu'on estimait à 8, on va le passer à 13. Et finalement, ils ont fait que juste changer la carte, et rien d'autre n'a changé. Pas plus de valeur pour le client, et puis finalement, pas plus de productivité en termes de livrables.
Ça, c'est assez intéressant si aussi on se rappelle ce que Eli Goldratt disait dans son bouquin The Goal, sur la théorie des contraintes. Il disait plusieurs fois dans des conférences que si on allait l'évaluer, si on lui disait comment on allait l'évaluer, ça allait influencer son comportement. Et si on lui disait qu'on allait l'évaluer d'une façon assez illogique, eh ben, il ne fallait pas s'étonner que son comportement soit illogique. N'aille pas chercher finalement ce qu'on souhaitait réellement avoir comme impact. L'autre problème avec les métriques d'IRFER, c'est que ça contribue à accorder une bien trop grande importance à l'estimation. On passe des minutes au carré, des heures au carré, à peaufiner cette estimation, à être sûr que tout le monde a bien la même valeur. Au final, pour, encore une fois, oublier le réel impact qu'on cherche à avoir auprès du client. Donc on discute de ça plutôt que de faire. Or, c'est quand on va faire qu'on va se rendre compte vraiment de la difficulté de la chose. On va se rendre compte si on a des dépendances avec une autre équipe ou avec quelque chose, si on a les moyens de le faire. Et peut-être qu'on va même trouver une autre solution plus pertinente dès lors qu'on va démarrer le travail. Mais malheureusement, on passe plein de temps à faire des estimations sur des bouts de papier au coin d'une table. Un autre aspect aussi très dommage vis-à-vis de ces estimations et vis-à-vis de ces métriques, dis ce que tu vas faire et fais ce que tu as dit, c'est que ça va éroder la sécurité psychologique. Souvent, on va amener la faute sur les équipes en disant « mais vous ne savez pas estimer, vous vous êtes encore trompé, les parties prenantes attendaient ça, le client, il attendait son livrable dans 3 semaines et vous vous êtes encore planté ». Et on essaye de faire porter une faute sur l'équipe, alors qu'en fait, le problème vient certainement du système et pas de l'équipe. Et à force d'avoir ce type de comportement malsain, eh bien, la sécurité psychologique s'érode et on n'arrive plus à garder les gens motivés, engagés, à innover. Et puis, toutes ces estimations-là, et Ron Jeffries l'a écrit publiquement, et il s'en excuse d'avoir été le créateur de ces story points, parce que ça a été utilisé pour faire des estimations sur des prévisions de quand est-ce qu'on va atterrir, ou combien de choses on peut faire pour une date donnée. Donc on a amené cette notion de vélocité, où finalement c'est une moyenne de nos story points sur X sprints, et puis on utilise ça pour faire des projections vis-à-vis de ce qu'on peut du coup penser pouvoir faire dans l'avenir avec cette équipe. Le problème avec ça, c'est qu'au final, la vélocité, ça va devenir une moyenne de ce que réellement il se passe dans l'équipe, même pas de ce qui se passe, c'est ce que l'équipe pense pouvoir faire, avec des estimations relatives, peut-être avec un peu plus de poids sur l'expert qui a parlé le plus fort dans l'équipe et qui a dit « non, ça c'est un 5, dites pas que c'est un 13, c'est quand même facile », etc., etc. Une petite question pour vous. Quelle chance de réussite a un plan basé sur une moyenne? De réussite précise, j'ajouterais. Dr. Savage, dans ses recherches scientifiques, a dit « plans based on average fail on average ». Exactement. Donc, en français, un plan basé sur la moyenne va échouer en moyenne. Donc, en gros, on joue à pile ou face, 50%. C'est même un peu plus grave que ça, parce que quand on veut être précis, si je lance par exemple 2 dés de 6 et que je veux avoir le résultat précis de 7, ben ça ne sera pas 50%. Ça sera beaucoup moins. Ça sera, si mes calculs sont bons, autour de 16%, je crois. Donc, quand on vous pose la question, quand est-ce que vous allez terminer, que vous utilisez une moyenne, la vélocité par exemple, vous n'avez même pas 50% de chance de tomber juste par rapport à ce que vous allez communiquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit cône d'incertitude en plus, comme ça, on rentre peut-être plus dans les 50%, mais on est toujours sur quelque chose
qui est d'un aspect déterministe et qui malheureusement va finir par ne pas tomber juste et impacter la confiance de vos parties prenantes, qui vont certainement vous dire au bout d'un moment, vous n'arrivez jamais à communiquer des prévisions qui tombent juste, qui sont précises, assez suffisamment précises pour nous dans notre contexte et qui nous mettent à chaque fois dans l'embarras. Alors un petit exemple, on est à la bataille décisive à Alésia, avant Jésus-Christ, et Vercingétorix va appeler ses fidèles conseillers pour avoir quelques informations. Et il va notamment appeler son fidèle conseiller Safe to Risk. Et il va lui demander, Safe to Risk, avec cette stratégie d'épuisement de l'armée romaine, il faut qu'on tienne encore un peu plus longtemps. Avec les données que tu as, combien de temps on peut encore tenir ce siège d'Alésia? Safe to Risk, confiant avec les données qu'il a, les moyennes qu'il a pu faire, dit on devrait pouvoir tenir encore 2 semaines avec les rations que nous avons encore pour nourrir notre armée. Et logiquement, les renforts devraient arriver dans 1 semaine, tout au plus. Ils ne sont pas si loin, et le trajet devrait leur prendre 1 semaine. Ok. Basé sur ces informations-là, Vercingétorix est confiant, il se dit très bien, on continue cette tactique d'épuisement de l'armée romaine, et on va tenir cette semaine, en tout cas supplémentaire, le temps que les renforts arrivent. 1 semaine plus tard, il rappelle Safe to Risk, et Safe to Risk lui dit désolé, mais en fait, il y a eu des intempéries, l'armée romaine s'est mise à faire des escarmouches vis-à-vis de nos renforts, et donc ça les a beaucoup ralentis. Et sur les rations, il y a eu un entrepôt qui a pris feu, détruit par l'armée romaine, et donc on a perdu beaucoup de rations. Et on ne va plus pouvoir tenir 2 semaines. Il y a même déjà un peu de la famine qui est en train de se créer. Et là, Vercingétorix est bien embêté, et il se dit, mince, j'ai fait beaucoup trop confiance à quelques chiffres, et toute ma tactique, toute ma stratégie va tomber à l'eau. Et je vais perdre cette bataille. Il est tombé dans le piège de la moyenne. Il est tombé dans le piège sur lequel vous tombez certainement, peut-être, dans vos équipes, quand on vous pose ces questions-là. Quand cela pourra-t-il être terminé, ou combien de choses pouvez-vous faire pour telle date? Vous allez prendre des informations, mais vous allez n'en retenir peut-être qu'une, la moyenne de votre vélocité. Ou quelques informations, mais qui ne reflètent pas l'intégralité des possibilités, des incertitudes qu'il va y avoir sur le chemin pour aller à ce résultat. Les dépendances, par exemple. Ça, Safe to Risk pourrait vous en parler. Et en plus, le gros problème, c'est qu'on ne parle pas le langage de nos parties prenantes. On va leur parler en point d'effort, en taille de t-shirt, en je ne sais quoi. Ça, je l'ai vu assez fréquemment, des parties prenantes qui sont un peu agacées qu'on n'arrive jamais à tenir les délais qu'on annonce, finissent par nous dire « arrêtez de nous parler d'agilité, arrêtez de nous parler de points d'effort, arrêtez de nous parler avec des mots qu'on ne comprend pas. Nous, on vous demande quand, répondez-nous par une date ou un nombre de jours. » C'est finalement ce qu'on arrive à faire quand on convertit les choses. Rappelez-vous, les story points ont une relation avec le temps. En tout cas, au début, c'était pensé comme ça. Un story point, 3 jours ou un jour idéal. Mais finalement, est-ce vraiment le cas? Alors moi, j'ai fait l'étude sur pas mal d'équipes. Sur pas mal d'équipes à la Caisse des dépôts, qui avaient l'habitude, ou moins l'habitude, d'estimer en points d'effort. Et j'ai placé ça sur un graphique où on a en abscisse les points d'effort, et on a en ordonnée le temps pour qu'il livre la chose qui devait être faite au client. Et ce qu'on voit, c'est que, si j'arrive à avancer, ce qu'on voit, c'est que des fois, des choses qui sont estimées en effort plus importants par rapport à d'autres choses sont réalisées plus rapidement que des choses qui ont été estimées, par exemple, à 3 points ou 5 points par rapport à ceux de 13 points. Puis globalement, on ne voit pas trop de corrélation dans tout ça. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a une très grande variabilité dans les données. Ça, je n'ai pas été tout seul à le faire. Il y a Nick Brown qui l'a fait également sur plein d'équipes. Et globalement, dans la communauté ProKanban,
On est peut-être à plus de 1000 équipes maintenant qui a eu cette analyse, sur laquelle il y a eu cette analyse réalisée, et c'est toujours le même résultat. Il n'y a pas de corrélation. Le degré de corrélation, il est au mieux de 0,2, 0,3, grand max, c'est-à-dire pas de corrélation du tout. Donc la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi on fait ça partout à 10 ? On répond à une question, on nous attend sur le temps, sur le délai, et on utilise des choses qui vont n'avoir aucun rapport avec le temps et le délai. Ou en tout cas un rapport qui ne peut pas être corrélable et qui va avoir une grande variabilité. Alors on peut se poser la question, comment être prédictible dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Est-ce possible ? Ou est-ce qu'on a tellement de variabilité, tellement d'incertitudes dans notre monde, qu'en fait la question qu'on n'arrête pas de nous poser, on devrait plutôt répondre « je ne sais pas » ou « je ne peux pas vous répondre ». On va faire notre best effort et vous l'aurez quand vous l'aurez. Alors on peut basculer avec les données que notre équipe, que vos équipes peuvent générer. On peut basculer dans une approche qu'on a peut-être actuellement déterministe, où on va annoncer une date, peut-être avec un petit cône d'incertitude, mais une date ou une plage de dates en disant on aura fini pour Noël, entre Noël et le 10 janvier, si on veut prendre un peu de marge. Mais finalement, dans l'esprit des parties prenantes, entre Noël et le 10 janvier, c'est au max 10 janvier, ils l'auront fini. Et donc on pourra livrer à notre client. Et peut-être qu'au 10 janvier, en fait, ce n'était pas 100% de réussite possible, mais peut-être beaucoup moins. Donc comment basculer d'une vision déterministe à une vision stochastique, probabiliste ? Eh bien, avec ce type de données, qui sont les données des temps de cycle sur les sujets réalisés par l'équipe, des sujets qui ont de la valeur, pas les sous-tâches, mais les sujets qui ont de la valeur, eh bien, on va avoir une distribution qui apparaît, c'est normal. Elle n'est pas classifiable, cette distribution. Ce n'est pas une gaussienne, ce n'est pas une normale. Mathématiquement, on ne peut pas la qualifier. Mais avec cette distribution, si on commence à regarder les centiles, donc le nombre de sujets qui tombent, par exemple, en 29 jours ou moins, eh bien, on va voir que c'est 85% de nos sujets qui tombent en 29 jours ou moins. Et donc, quand la partie prenante va nous dire « Tiens, là, le sujet que vous venez juste de démarrer, quand est-ce que vous l'aurez terminé ?» Eh bien, on pourrait lui répondre « Considérons notre contexte actuellement qui n'a pas bougé. Et s'il ne bouge pas, avec l'équipe, eh bien 85% de nos sujets, on arrive à les réaliser en 29 jours ou moins. Donc quand 15% de risque que ça soit au-delà de 29 jours. Alors peut-être que ça ne va pas lui convenir, peut-être qu'il veut ceinturer les bretelles, il veut peut-être plutôt le 5% de risque. Pas de problème, 5% de risque, ça sera au-delà de 42 jours. C'est acceptable ou ça ne l'est pas, mais en tout cas, ça va ouvrir des conversations. Sur un projet à la Caisse des dépôts, où les parties prenantes métiers voulaient toutes les fonctionnalités, toute une liste longue comme le bras, eh bien, en utilisant cette pratique-là, on a pu leur dire, écoutez, tout ce que vous voulez là pour l'échéance que vous avez définie, il n'y a même pas 1% de chance. Donc soit on essaye, on y va et on va épuiser les équipes pour un échec, parce qu'on n'y arrivera pas, soit on discute ensemble et on revoit vraiment les priorités et quelles sont les fonctionnalités qui sont réellement importantes. Oh, ça, je l'ai déjà dit. Et puis, on peut aussi faire des analyses si on a des difficultés. On a des données. On peut être data-driven. En se disant, tiens, plus récemment, on voit qu'on a plus grande variabilité dans notre temps de cycle. On voit qu'il augmente. Nos 70% maintenant, il est passé à 26 jours. Alors qu'il était avant, je ne vais pas pouvoir remettre, je n'ai pas la zapette, c'est trop compliqué, mais il était moins avant. Il était de peut-être 22 jours. Donc on va pouvoir dire, mais c'est à cause de tel ou tel changement qui s'est avéré dans l'équipe. Peut-être que c'est un changement notamment structurel, comme j'ai pu le vivre, où j'étais coach de plusieurs équipes Scrum qui travaillaient ensemble sur le même produit.
avec un product owner. Et puis, un jour, la direction vient nous voir, parce qu'ils avaient appris qu'on s'était formé à l'UX design. Alors, ça remonte, hein, c'était dans les années 2013-2014. Et ils se disent, ah, c'est super intéressant ça, il faut qu'on fasse plus du design dans nos sujets. Parce que c'est important que l'utilisateur, il ait vraiment une super expérience. Et c'est tellement important qu'on a pris une société externe pour vous accompagner. Alors déjà, mince, on est en train de se former, donc on aimerait bien le faire nous, pas une société externe. Bon, bref, on n'a pas le choix, c'est déjà signé et tout ça, et donc ils amènent cette unité UX externe à notre équipe. Alors ça, c'est la carte Org Topologies. Il y a une conférence sur le sujet. Mais en gros, cette carte-là, elle va mettre le client plutôt tout là-haut. Et puis, les unités qui vont se trouver sur la gauche, c'est des unités qui vont avoir peu de mandats sur les compétences qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et en bas, peu de mandats sur la capacité à traiter le sujet business dans son ensemble. Donc, par exemple, si on est ici, on est vraiment focus tâche et on a le droit de mettre en œuvre que sa compétence primaire. Plus on va aller par là, plus on va avoir le droit d'être autonome sur l'ensemble des compétences qu'on peut mettre en œuvre. Et plus on va vers le haut, plus on se rapproche du business, du client, du besoin, de l'attente, de la problématique cliente. Donc nous, dans cette carto, à cette époque-là, avant qu'ils prennent cette décision, on était à peu près ici. En prenant cette décision, paf, ils nous mettent une dépendance avec une unité qui sera très proche des clients, mais finalement qui va nous décaler un peu, parce que, à moins de se synchroniser avec eux pour venir avec eux en clientèle, à moins d'aller tester les protos avec eux, etc., on va avoir du mal à avoir toutes les informations comme vous pouvez les avoir avant. Alors je raconte toute cette histoire dans un article, il y a le lien là, vous pourrez aller le consulter après la conférence. Et j'ai perdu la souris, donc je ne vais pas pouvoir avancer. Hop, c'est bon. Ah oui, il y a Tom DeMarco, qui dans son bouquin Consulting Software Project, il disait une chose intéressante, il disait « Vous ne pouvez contrôler ce que vous ne mesurez pas ». Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et là, en l'occurrence, on a pu leur montrer que le choix qu'ils avaient fait pour l'équipe avait un impact négatif. Et donc, finalement, l'histoire s'est bien finie. On a réussi à démonter ça, à récupérer toutes les compétences dans l'équipe, mais grâce à ces données qu'on a pu leur montrer en disant, regardez l'impact que ça a eu sur le time to market, sur notre débit, sur les incompréhensions, les erreurs. Parce que finalement, on n'arrivait pas à s'entendre. Eux, ils allaient en clientèle, nous, on n'y allait plus. L'équipe créait des choses qui avaient fait du téléphone arabe, et donc c'était plus les bonnes choses. Oui, ça va. Hop. Donc, les mesures qui vont nous aider à avoir cette discussion-là, ces conversations avec nos parties prenantes, avec le management, en équipe, elles sont assez faciles à avoir parce que la seule chose dont on a besoin, c'est la date d'entrée dans nos états de notre processus. Rien d'autre. Hop, voilà, et elles sont affichées ici. Donc on va pouvoir mesurer le débit de notre équipe en termes d'éléments de valeur. On va pouvoir mesurer le nombre de sujets qu'on a à un instant T, le temps de cycle de ces sujets, comme j'ai pu le montrer sur le graphique que je vous ai présenté avant, et puis l'âge de nos sujets lorsqu'ils sont en cours. Ça va être important pour stabiliser notre système. Stabiliser son système, c'est pas le rendre totalement linéaire, totalement sans variation. C'est de toute façon impossible. Si vous cherchez ça, vous allez mener un combat que vous n'allez jamais gagner. Stabiliser son système, ça va être de le rendre à un point où en fait ce que vous allez pouvoir en attendre va être ce qui va finalement se passer, mais dans une variabilité que vous maîtrisez. Pourquoi ça va être important? Parce que du coup, ça va vous permettre de devenir prédictible, de tomber juste dans vos prévisions. Donc juste, ça ne veut pas dire parfaitement précis au pouillème de seconde près, mais juste dans une variabilité qui est acceptable pour votre contexte.
que ce soit 15% de risque que vous le dépassez, que ce soit 10%, 5%, 30%, ça va falloir le discuter avec vos parties prenantes, avec vos clients, pour savoir quels risques ils sont prêts à prendre sur quelque chose que vous allez communiquer avec toutes les incertitudes qu'il y a et qui risque finalement de dépasser ce que vous allez communiquer. Donc ça, il y a un monsieur qui s'appelle John Little qui nous a donné des clés. Il nous a dit, avec son équation assez célèbre, que le temps de cycle, en moyenne, c'était égal au nombre de sujets en cours, en moyenne, divisé par le débit en moyenne. Et là, j'ai envie de dire à Panoramix, mais pourquoi tu me parles de moyenne? On a vu tout à l'heure que c'était un piège dans lequel il ne fallait pas tomber, parce que sinon, 50% du temps, on sera dans le faux, voire même bien plus que 50% du temps. Alors en fait, ce n'est pas l'équation qui est importante. L'équation, elle est intéressante pour montrer la relation entre ces valeurs-là, entre ces mesures. Ce qui va être important, c'est les conditions qu'il y a derrière. Les conditions qu'il y a derrière, elles sont à hauteur de 4, affichées là-bas. Le taux d'arrivée doit être égal au taux de sortie. Tous les éléments qui rentrent doivent en sortir, ne doivent pas disparaître. Vous ne devez pas abandonner des choses en cours de route alors que vous avez commencé à travailler dessus. L'encours ne doit ni augmenter ni décroître sur la période observée. Et puis, l'âge des sujets, pareil, ne doit ni décroître ni augmenter sur la période observée. Ça, c'est très intéressant lorsqu'on définit son workflow. Pensez à des règles dans la définition de votre workflow qui vont vous permettre de respecter ces conditions-là. Ou si vous avez posé des règles, analysez-les et regardez si ça ne va pas enfreindre une de ces règles de la loi de Little. Parce que si ça enfreint une de ces règles, vous créez de l'instabilité dans votre système et vous n'allez pas pouvoir être prédictible. Et si vous ne pouvez pas être prédictible, vous allez finir par perdre la confiance dans votre partie prenante puisque vous allez assez souvent leur communiquer des choses qui ne sont pas justes. Il y a un autre monsieur, enfin deux messieurs, il y a Schwartz et puis son mentoré, Deming, qui ont posé la théorie de la variation. Et eux, ils ont amené tout simplement deux choses. Dans tout système, il y a des causes routinières et il y a des causes exceptionnelles. Causes exceptionnelles, ça va être des choses qui vont avoir un facteur externe. Ça va être extrêmement impactant sur votre système et il va partir totalement dans le décor. Donc la variabilité va être énorme puisque c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, qui était totalement imprévu et qui va par exemple vous empêcher de continuer à travailler parce que y a CrowdStrike par exemple qui a frappé et tous les systèmes de sécurité sont KO. Et puis les causes routinières. Bon, ça fait partie de votre système. C'est vos règles du jeu en fait qui vont amener tous ces événements routiniers. Ça va amener aussi quand même de la variabilité dans votre processus. Mais c'est des choses que vous connaissez, c'est des choses sur lesquelles vous avez la maîtrise. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez poser des règles, vous pouvez contrôler. Et donc, avoir un système prédictible, un système dont la variabilité sera connue, c'est avoir un système qui n'a que des causes routinières, qui ne va pas subir des causes exceptionnelles. En tout cas, pas trop souvent. Ça peut arriver. Nous, on a eu un incident énorme à la Caisse des dépôts où quelqu'un a coupé le courant des salles de serveurs. Bon, ça, on ne s'y attendait pas du tout, mais c'est arrivé et ça nous a mis en vrac pendant plusieurs heures. Les causes exceptionnelles, les causes routinières, je pourrais en parler encore longuement. Il y a un super graphique pour ça qui s'appelle le Process Behavior Chart, mais qui est un peu compliqué à expliquer, donc j'ai pris le choix de ne pas parler de ça, mais de parler de la loi de Little et de la montrer sur un flux cumulatif d'un processus d'équipe. Donc si vous tracez ce graphique-là, qui s'appelle un CFD, les couleurs représentent les différentes étapes de votre processus, avec le terminé qui est toujours en bas, le vert, et les entrées qui sont en haut. Eh bien, vous pouvez tracer ces taux d'arrivée, ces taux de sortie. Si les droites sont parallèles, cool, vous avez respecté la première condition de la loi de Little. Donc, au moins sur cette règle-là, vous avez quelque chose qui semble plutôt stable.
Si ça s'écarte un peu comme ça, là, 0,44 items qui rentrent sur 0,40 qui sortent, bon, la différence n'est pas énorme. Vous avez de la variabilité, peut-être un peu plus que la normale pour que ça soit parfaitement stable, mais en tout cas, ce n'est pas dramatique. Bon, si vous avez le grand écart, là, il va falloir vous poser des questions, parce que pour répondre à la question quand est-ce que ça sera terminé, même avec ce que je vais vous présenter juste après, ça va être très dur. Dans ce graphique-là, on peut aussi y voir le nombre de sujets. Donc à un instant T, on trace une droite, et puis on va avoir, il y a 8 choses en cours. Et ces 8 choses ont pris, ou 12 choses, ont pris 29 jours en moyenne approximative pour se réaliser à cet instant-là. Et donc on peut voir si notre processus est stable. Là, vous voyez qu'on est passé de 29 à 46 jours en moyenne approximative. Donc il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis de la condition de la loi Little qui dit que l'âge, le temps de cycle, ne doit pas diminuer ou augmenter sur la période observée pour considérer que notre système est stable. Donc, en l'occurrence ici, cette condition-là est assez fortement violée, et donc notre système est certainement pas très prédictible. Il y a une chose qui va être très très importante et qui va énormément impacter la prédictibilité, c'est le fait d'être actif sur son workflow, d'être en management actif des éléments qui circulent dans le workflow. Alors, on peut le faire de plein de manières. Il y a des écoles qui disent que c'est très intéressant d'ailleurs de limiter le nombre de travail en cours, par exemple avec des WIP limits, pour forcer le focus, pour forcer la collaboration dans l'équipe. Chez ProKanban, et moi ce que j'ai vécu personnellement depuis 10 ans, c'est WIP limit, ce n'est pas la meilleure méthode. Une méthode, une façon, une pratique de le faire, de limiter les choses et d'amener de la collaboration dans l'équipe et de finalement rentrer dans du management actif, c'est de regarder l'âge des éléments qui sont en cours. Et par exemple de le mettre dans ce type de graphique-là, où vous avez les différents états de votre processus et puis l'âge de l'élément avec des petits points qui se placent selon votre processus à différents endroits. Les couleurs sont une aide pour voir si, par rapport à l'historique, il y a eu des franchissements de seuil vis-à-vis des 85%, 95% des sujets qui ont traversé le cycle. Donc 95%, on est typiquement dans le rouge, c'est-à-dire que seulement 5% de ces éléments de votre flux, historiquement, ont vieilli au-delà de cet âge que vous pouvez voir à gauche. Et donc ça doit être un axe de conversation fort pour que l'équipe se dise « Ouh là là, attention, ces sujets-là, on est en train d'amener beaucoup de variabilité dans notre processus. C'est des sujets qui vont sortir en temps de cycle bien différents de ce qu'on avait pu faire auparavant. Et donc, on est en train de déstabiliser notre système. Donc, il faut rapidement qu'on les règle. Et par exemple, dans un daily scrum ou dans un daily stand-up, le matin, moi maintenant dans les équipes, on ne regarde que les sujets qui tombent en risque de ne pas être comme les autres sujets qui ont pu traverser le flux de l'équipe. Et on a des conversations. Est-ce qu'il faut qu'on découpe le sujet maintenant qu'on a appris des choses? Est-ce qu'on ne peut pas le découper pour avoir de la valeur, mais livrer plus vite? Est-ce qu'on peut se mettre en pair programming? Ou est-ce qu'on peut faire du mob programming sur le sujet? Est-ce que finalement, on a été bloqué à cause d'une dépendance? Comment on pourrait aller chercher de l'aide pour qu'aujourd'hui, on puisse régler le sujet? Ou peut-être que demain, ça ne se reproduise pas, etc., etc. Et puis, quand on nous pose la question, quand est-ce que vous allez terminer, c'est souvent pour un projet, une liste de choses qu'on a à faire. Donc, ce que je vous ai présenté auparavant, c'était pour un sujet unitaire. Si on veut répondre à cette question pour de multiples sujets, on va utiliser la métrique de débit de notre cycle et la technique de Monte-Carlo, qui va faire des tirs aléatoires sur une plage de débit donnée, historique de l'équipe, avec des milliers de tirs, des futurs potentiels possibles vis-à-vis de ces données-là, et qui nous donnera des informations en termes de centiles, de pourcentage, d'atterrissage sur soit la quantité de choses qu'on peut faire à une date donnée, soit si on doit faire 30 user stories pour finir les pics, quand est-ce qu'on a des chances d'atterrir. Et vous avez un calendrier qui peut s'afficher où on va dire
on a 85% de chance de y arriver avant le 10 octobre. Mais si vous voulez être un peu plus sûr, ben, 95% de chance qu'on y arrive avant, il y a 2 fois 10 octobre. Avant, du coup ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai 2 fois 2 octobre, pardon. Avant décembre 2025. Question pour vous. Dans une cible, si on est juste et non précis, ou si on est juste et précis, non juste mais précis, non juste et non précis, avec cette technique, on est... Ça avance pas. Avec cette technique-là, on pourra être dans le cas 1, à minima, dans le cas 2, dans le cas 3, ou dans le cas 4, à main levée, avec le chiffre 1, 2, 3, 4. 1, 4, 1, 2, ok. C'est effectivement le 1. On va pouvoir être juste, mais pas forcément précis. On va donner une indication de probabilité, de risque qu'on ne soit pas au rendez-vous. Et ça va être facteur de conversation avec vos parties prenantes. Peut-être que ce n'est pas acceptable, très bien, mais c'est la réalité de ce qui risque vraiment de se passer. On a fait 1 million de scénarios par rapport à nos données historiques. On ne va pas avoir de changement dans l'équipe. Et donc, c'est probable qu'on ait 15% de risque de ne pas être dans la date que vous attendez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On voit périmètre, on aide l'équipe à avancer mieux, on accepte ce décalage, etc., etc. Et puis, plus on va stabiliser notre système, plus on va tirer vers le 2, vers le juste et précis, plus on sera vraiment au centre de la cible de plus en plus. Ça va être extrêmement difficile d'être pile poil dans le centre de la cible, mais à force de travail sur la stabilité de son processus, on peut peut-être se rapprocher de ça. Quand on utilise des chiffrages, des estimations, points d'effort, etc., on est plutôt dans ce cas-là. On pense être juste, on tombe dans des biais, sauf que on va être précis à un endroit qui n'est pas le centre de la cible. Alors, je dirais même qu'on est plutôt à l'extérieur de la cible. En tout cas, à la Caisse des dépôts, on a fait des statistiques. Avant qu'on commence à utiliser ces techniques-là, cette pratique-là, cette stratégie, on était 70% en dehors de la cible. Mais globalement, dans le monde entier, c'est à peu près ces stats-là, donc on n'était pas si mauvais. On peut le faire pour de multiples équipes qui n'ont pas de dépendance. Donc ça, c'est un petit outil qui est assez relativement simple finalement à créer, ou qui ont des dépendances. Il me reste combien de temps? 3 minutes, mais Ok, c'est bon, je comprends. Alors tout cela, c'est super. On va peut-être être plus prédictible sur les livrables qu'on va faire. On peut espérer qu'ils apportent de la valeur. Il ne faut pas oublier que ce qu'on cherche, surtout, c'est justement cette valeur. Hop, je vais y arriver. Le client, il est quelque part sur cette matrice-là. On cherche à délivrer de la valeur. Et si on ne délivre pas les bonnes choses, on rate le coche. Donc, être prédictif sur la valeur qu'on va délivrer, c'est impossible. Des fois, on va livrer des choses, on pensait que ça allait avoir tel impact, et puis finalement, ça n'a pas du tout d'impact, ou ça a 50% de l'impact qu'on estimait avoir. Ça va être très compliqué. Je ne vous ai pas donné une technique, une pratique, une stratégie qui va vous aider à être prédictif sur la valeur. Je vous ai donné une technique, des pratiques qui vont vous aider à stabiliser votre système, à avoir un processus de delivery qui va être stable et du coup prédictif. Maintenant, sur la valeur, il va falloir travailler d'autres choses, d'autres indicateurs. Et il y en a plein qui existent, les métriques AR par exemple, sur adoption, rétention, etc. Mais allez chercher vraiment cette valeur, et c'est ça qui est important, parce qu'on ne veut pas délivrer des choses qui ne servent pas aux clients, on veut être sur du business fructueux à la fois pour notre entreprise et à la fois délivrer de l'impact pour des personnes qui sont externes à l'entreprise, avoir des clients fidèles, pérennes et faire du numérique responsable. Merci de m'avoir écouté. Je vais lancer le quiz. Et vous pouvez me poser des questions pendant que je le lance, dans le temps qui reste. Si on avait démarré un peu en retard. Vous pouvez reflasher le code. Voilà, normalement je l'ai lancé. Il n'y a pas beaucoup de questions, puis elles sont relativement simples.
le timing de réponse est important pour le grand gagnant. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Vous allez peut-être me dire, ça me motive un peu. Je me suis lancé dans un projet un peu fou, un peu hors norme, suite à une classe sur Training from the Back of the Room, où on parlait que l'émotion était importante pour véhiculer des messages et que ça reste au sein des personnes. Et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui écrivent des bouquins. Bon, lire un bouquin, oui, peut-être que c'est sympa, ça attire une émotion. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des articles de blog, qui font des podcasts, etc. Moi, je vais faire de la musique. Moi, je vais écrire des chansons. Et ces chansons, elles ont un intérêt pédagogique. Les chansons que j'ai écrites, les paroles veulent dire quelque chose, partagent cette stratégie, partagent ces pratiques de flux, de ligne, d'agilité, etc. Et donc, la gagnante ou le gagnant gagnera le 4e CD physique que j'ai publié, mais pour les autres, allez, bouge. Ah, il y avait une animation. Pour les autres, non, c'est pas encore fini. Hop, là. Je donne aussi donc des classes, des formations certifiantes, et donc vous avez tous gagné, tous là présents dans la salle. 15% de réduction sur ma prochaine formation, qu'elle soit le 15 ou 16 décembre par exemple, ou qu'elle soit l'année prochaine ou dans 3 ans si vous voulez vous y mettre, ou si vous arrivez à convaincre votre boîte de financer la chose que dans 3 ans, ça sera toujours valable. Voilà. Et puis si vous voulez écouter l'album, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez flasher ce code-là. Le lien sera disponible de toute façon. Alors, le style de musique ne vous plaira peut-être pas. Je suis en train de réfléchir à une autre option pour partager ça, parce que surtout ce que je voulais partager, c'était le côté pédagogique. Donc j'avais mis des descriptions sur ma chaîne YouTube pour dire, voilà, j'ai écrit ça pour telle ou telle raison, et voici le lien vers des articles, etc. Bon, YouTube a décidé que j'avais trop de succès, donc il fallait fermer cette chaîne. Je vais trouver un autre moyen, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais regarder qui a gagné. Non, je vais vous laisser un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Est-ce que ça a éveillé des curiosités? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas super claires, sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? D'autres choses qui... En fait, moi, je me posais la question sur ce que tu as dit, que les règles ont autant d'entrée que de sortie. Mais finalement, dans beaucoup de systèmes de produits, on ne maîtrise pas toujours les entrées. Oui. Donc Alors, c'est le pouvoir de... finalement. C'est ce fameux pouvoir de dire non, comme on a vu à la keynote avant, je ne sais pas si tu y étais. C'est d'arriver à dire à ses parties prenantes, à ses clients, écoutez, on n'a pas la capacité, on a compris le besoin, on a compris l'attente, mais on ne va pas le démarrer, parce que si on le démarre, ça nous met dans le dur, ça va épuiser les équipes, ça va nous faire des changements de contexte et on va perdre du temps. On le met en stand-by, on ne l'oublie pas, mais on le commencera juste à temps. Ok, du coup, on pourrait dire que si on met des sujets par exemple en stand-by, qu'on ne compte pas ces sujets-là dans notre système prédictible, qu'on compte au moment où on le met. Alors, ce n'est pas l'idéal, parce que ce qu'on veut chercher, c'est au moment où le besoin, l'attente arrive. Mais déjà, si on fait ça, on franchit un grand pas vers la stabilité de notre processus, parce qu'on va éviter de charger la barque plus qu'il n'en faut, et d'avoir ces changements de contexte qui vont nous bouffer beaucoup, beaucoup de temps, et beaucoup d'efficience finalement. On va consommer des moyens à switcher de contexte, qui sont... c'est dommage, quoi, de paumer ces ressources-là, qu'elles soient matérielles, énergétiques, etc. Donc c'est pas évident, c'est pas l'idéal. Et si déjà on fait ça, on franchit un pas vers la stabilité, vers l'amélioration de son processus. Et peut-être que un peu plus tard, on pourra moins dire non et avoir quelque chose qui puisse autant s'aligner en termes d'arrivée et de sortie, mais vis-à-vis de tous les besoins qui arrivent et de toutes les attentes. Allez, je vais
regarder hop, qui gagne. Un certain Franck Lambinet. Eh ben bravo. Je te remets ce CD. C'est le 4e de la série. Garde-le précieusement, quand je serai célèbre, il vaudra de l'or. Il y a l'explication, enfin non, il n'y a pas les explications, il n'y a plus les explications, ça pointait vers la chaîne YouTube qui a été clôturée. Il est dédicacé, ouais, ouvre-le, tu vas voir, il est dédicacé. Puis j'espère que le style de la musique te plaira. En tout cas, merci tout le monde. Si vous voulez réécouter ça, c'est ici, voir, écouter. Quelle plateforme, donc tu as parlé de YouTube. Donc si YouTube est tombé, sur quelle plateforme sont les musiques? Ici, c'est tous les streamings musicaux. Il n'y aura pas les explications des paroles, malheureusement. Mais vous allez avoir Deezer, Spotify, Apple Music. Il y a 132 plateformes, je ne les connais pas toutes. Oui, merci pour les explications et le partage. Moi, je m'attendais plutôt à parler un petit peu du no estimate. Parce que j'ai vu StoryPoint, ne pas estimer du coup, et le no estimate. Donc il y a le Kanban où on travaille sur le débit des tickets, on n'estime pas et du coup on voit un petit peu ces métriques. Je m'attendais aussi à faire le lien avec no estimate. Donc, voilà. Alors, sur la stratégie Kanban, en tout cas que moi j'enseigne, on ne va pas parler de no estimate, on va parler de right sizing, mettre les choses à la bonne taille. Ouais. On a vu sur le diagramme de temps de cycle que par exemple on faisait les choses 85% du temps en 22 jours ou moins. Eh bien, les prochains sujets, et on peut continuer à faire du planning poker pour les conversations, ça c'est super important, les conversations en équipe. Mais par contre, moi, le planning poker, je ne le fais plus qu'avec 3 cartes. On a convenu d'un niveau de service qu'on voulait respecter. Donc, par exemple, on va se dire en équipe, on va essayer de finir tous les sujets qu'on commence en 15 jours ou moins, 80% du temps. Voilà, peut-être que ça convient à nos parties prenantes, peut-être qu'il faut que ça soit moins. Voilà. Bon, on aura cette discussion, mais se mettre d'accord sur un processus qui semble tenable pour l'équipe, soutenable dans le temps. Et puis après, tous les sujets qui rentrent, eh bien, on se pose la question, si on a pris 15 jours, par exemple 80% du temps, est-ce qu'on peut le faire en 15 jours? Mais du coup, est-ce qu'on a une estimation par rapport à ce que tu présentes, il n'y a plus d'estimation? Si, il y aura cette estimation de est-ce qu'on peut le faire en 15 jours? Carte, oui. Tu as une métrique. Carte, non. Et troisième carte, c'est je ne sais pas, il faut qu'on discute encore, je ne vois pas encore trop la solution qui émerge, donc je ne peux pas me prononcer si on va le tenir en 15 jours ou pas. Et je fais maintenant des plannings poker qu'avec ces 3 cartes-là. Fini la suite de Fibonacci, fini les tailles de t-shirt. On s'est mis d'accord sur notre processus, comment on allait fonctionner avec notre définition du workflow. Et dans cette définition du workflow, il y a ce niveau de service sur lequel on s'est mis d'accord, qu'on va faire évoluer, évidemment, en fonction de ce qu'on arrive à améliorer dans l'équipe. Et c'est là-dessus qu'on va faire du right sizing. Donc, comme tu confrontes ton estimation au cycle time, tu es capable de dire j'ai été bon sur mon calcul, sur mon estimation. Alors, la question, ce n'est pas d'être bon sur l'estimation, c'est de commencer avec ça pour se dire oui, c'est bien découpé, on peut y aller, on pense qu'on va tenir notre niveau de service. Et puis en cours de route, notamment avec le graphique de l'âge, de se dire non, mince, on n'y arrive pas, il nous arrive des soucis, on a des imprévus qui nous tombent dessus. Maintenant, on reparle du sujet et est-ce qu'on peut le découper, est-ce qu'on peut swarmer dessus, est-ce qu'on peut faire des choses pour qu'il avance et qu'il arrive à tenir notre niveau de service ou qu'il ne le dépasse pas de trop.